Avec son dossard 97, il ne se fait pas beaucoup d'illusions aujourd'hui, Christophe Mangin, mais au maillot à poids du meilleur grimpeur pendant 10 jours dans le Tour l'an passé. Maillot qu'il a à nouveau porté, une montagne de bidons, oui, sous la canicule et en plus avec la montagne pour monter des bidons pour les leaders. 3 minutes 15 désormais pour le quatuor de tête. Klein, Poilvet, Bettini, Aldag, parti dès le début de cette étape. Premier kilomètre à un rythme effréné, désormais une pause, sauf pour les 4 de tête. Encouragé par la foule du Tour. Les coureurs sont à Lagneux. À Lagneux, un très joli petit village. Selon les vignerons, ce terroir correspond au cépage Altesse et au cépage Mondeuse. Donc dans les vignes du Bugey. Beaucoup de châteaux, mais des châteaux en ruine. C'était une ancienne ville forte, Lagneux. On saluera Roger Pinjon, qui n'habite plus à Lagneux. Non, il n'habite plus à Lagneux. Il habite dans une autre petite localité du côté de Bourg-en-Bresse. À Beauton. Roger Pinjon, vainqueur du Tour 67, vainqueur du Tour d'Espagne 69. Un grand coureur, Roger Pinjon. Et le peloton est désormais quasiment arrêté. Le dernier écart, 3,52 pour les hommes de tête, qu'ils en profitent. Mais en même temps, ils sont 4. Ils ne sont que 4 avec une longue route devant eux. Lagneux, c'est au kilomètre 38. C'est dire qu'il reste encore plus de 192 km aux coureurs de ce Tour de France. Dans cette étape entre Lyon et Morzine, première étape de montagne du Tour du Centenaire. Avec donc 5 cols à gravir, le col de Porte, le col du Mont des Princes, la côte de Cruzeil, le col de la Rama et la côte des Jets. Nous allons suivre l'intégralité de cette étape sur France Télévisions. Sur France 3, en ce moment, on va basculer dans un instant sur France 2. On reviendra sur France 3 pour terminer l'étape sur France 2. Vous ne manquerez rien si vous réussissez à passer d'une chaîne à l'autre et c'est très simple. Naturellement, si vous voulez suivre toute votre information régionale, information nationale, le 12-14 sur France 3, c'est tout de suite. Et puis, si vous désirez continuer à suivre l'intégralité de l'étape du Tour de France, vous êtes naturellement les bienvenus. Et c'est à ce moment-là sur France 2, le Tour sur France 2, les infos sur France 3. A tout de suite, faites votre choix. Ils ont le petit plateau, ça tourne les jambes. Donc voilà, c'est parti pour la montagne. C'est parti pour la montagne et on en profite justement puisque Romy de Metz nous demande, Bernard, comment sont calculés les délais lors d'une étape de montagne. Vous allez nous le dire. Ouais, voilà, c'est en pourcentage. Déjà on classe selon les étapes. Donc aujourd'hui c'est une étape qui est classée en catégorie 3. Autrement dit, c'est une étape de grande difficulté et longue. Si on va prendre un cas concret ici, par exemple, la moyenne totale de l'étape ressort à 36 km/h. C'est-à-dire que les coureurs à 36 km/h vont mettre un peu plus de... À 36 km/h, ils vont donc mettre un peu plus de 5 heures pour parcourir cela. Les délais seront de 58 minutes. Ils sont de 15% du temps du premier. Les dirigeants entre guillemets du groupe Eto calculent le matin selon les différents horaires quel sera le temps qu'ils pourront mettre par rapport au premier, quel retard ils peuvent avoir par rapport au premier. Donc si aujourd'hui on sait que si l'étape se déroule à 36 km/h, s'il arrivait à lieu vers 17h30, eh bien les derniers auront jusqu'à 17h20 et quelques pour arriver. Mais il est certain que pour les coureurs, plus on peut essayer de rester longtemps avec le peloton et moins on risque d'être éliminé. Donc 15%, ça a comparé avec les délais l'autre jour qui étaient de 25% dans le contre-la-montre. Et vous connaissez cette silhouette. C'est monsieur Richard Virenque en deuxième position. Une attaque derrière avec un coureur de la Kelmé qui n'est autre que Jesus Manzano. Le dossard 104, Manzano, l'un des jeunes de la formation Kelmé qui découvre le Tour. Virenque en contre avec Manzano derrière les 4 hommes de tête.
Alors que l'on dit un merci à Marina de Vesoul qui nous précise que Jan Ullrich a lui aussi gagné le Tour alors qu'il avait moins de 24 ans. Effectivement, puisque lors de sa victoire dans le Tour 97, il avait fêté ses 24 ans à la fin de l'année, au mois de décembre. C'est précisément le 2 décembre. Alors on pourrait dire Austerlitz, mais enfin pour Jan Ullrich, c'était pas un bon jour. Le 2 décembre. Manzano, Virenque en contre dans le col des Portes, col de la Chartreuse de Portes. On verra sans doute d'ailleurs avec les images que nous propose Jean-Maurice. En haut du col, cette Chartreuse. Sommet de ce col de Portes dans l'Ain. Dernier écart, 5 minutes 13 sur le peloton. Les 4 de tête, 4,45 sur Manzano et Virenque et 5,13 sur le peloton, toujours emmené par l'US Postal. Richard Virenque, on vous rappelle sa place au classement général, ou plutôt l'écart qu'il sépare du maillot jaune Victor Hugo Peña, 1 minute et 52 secondes. Virenque, fort bien placé au pied des montagnes, alors qu'un autre qui était fort bien placé dans la plaine est en difficulté dès que la route s'élève. Et c'est Alessandro Petacchi, Thierry. Oui, à la peine d'entrée de jeu, hein, dès les premiers hectomètres, là il a reculé de façon impressionnante et on sait que une fois il n'a pas participé au sprint parce que sur la seule vraie difficulté, hein, une côte de 4e catégorie qui était assez difficile, il avait sauté, et là d'entrée de jeu il a pris un tout petit mètre. Alors Nicolas Lauda l'attend, le fidèle capitaine de route de cette Fassa Bortolo, mais j'ai peur que la journée ne soit plus difficile que prévu pour le maillot vert, qui pourtant hier a dit à Céline je veux ramener le maillot vert à Paris, en tout cas je veux finir ce Tour de France. Mais attention, parce que c'est long, hein, il y a 15 km encore, hein. C'était dans le journal du Tour, un homme en difficulté seulement, hein. À l'avant aussi, c'est Médéric Klein, Laurent, lâché par ses 3 compagnons d'échappée. Oui, depuis le pied de la montée, je vous le disais, Bettini fait un gros effort. C'est lui qui assure le principal du train, et ses 3 compagnons d'échappée avaient de la peine à le suivre tout à l'heure. Sur une petite accélération, il s'en est même pas rendu compte, et au moment où il a regardé derrière pour attendre un petit peu, parce qu'il n'a pas intérêt à oublier ses compagnons d'échappée, il aura besoin d'eux de toute façon. La journée va être longue, et Médéric Klein a eu beaucoup de peine à revenir. Il est en difficulté, je pense, vous savez, dans ces moments-là, les coureurs sont envahis d'un grand désespoir, parce que en plus de la souffrance physique, ça fait très très mal aux jambes évidemment. Il doit être certainement asphyxié, c'est pas vraiment un pur grimpeur, Médéric Klein, et au moment où il sait qu'il est dans la bonne échappée, il se réjouit, et quand il voit qu'il perd prise et il lâche ses compagnons d'échappée et qu'il ne peut plus les suivre, il est pris très certainement de désespoir. C'est dur dans la tête, c'est dur à admettre. En tout cas, il est lâché, il aura de la peine, je pense, à revenir, quoique là on vient de reprendre une petite descente qui pourrait lui permettre de refaire la jonction. Derrière donc les 3 hommes de tête, Médéric Klein lâché, et puis Richard Virenque et Jesus Manzano qui a un rendez-vous. Virenque, et pourquoi, Jean-Paul? Eh bien parce que le dernier vainqueur à Morzine, c'est lui. Eh oui, c'était en l'an 2000. Effectivement, il y a eu 15 arrivées à Morzine. Je ne parle pas d'Avoria, hein, bien sûr, parce qu'au-dessus, il y a eu également 6 arrivées d'étapes en altitude. Et la première fois, Bernard, c'était pas en 75 à Avoria? Oui, c'est bien possible, ce soit en 75. Étape gagnée par Lopez Carril. Exact. Thierry Délaché. Oui, Alessandro Petacchi, le plus rapide du peloton, difficulté d'entrée de jeu. Lâché, hein, pas beaucoup, hein, c'est 4-5 mètres, mais c'est toujours très inquiétant quand on est en montagne. Il y en a un autre qui m'inquiète un petit peu, je vous dirais c'est notre rôle, mais en tout cas je ne le trouve pas très bien placé. Bon, il y a Jimmy Casper qui va souffrir aussi, c'est une évidence, mais c'est normal, parce que les sprinteurs ont toujours un peu de mal à passer la montagne, même si certains comme Eric Zabel la passent mieux que d'autres. C'est Sandy Cazard, l'un des leaders de cette FDJeux.com, en tout cas dans la montagne, qui est en queue de peloton. Alors c'était assez vrai tout au long de la semaine, il a beaucoup joué aux coéquipiers, il a beaucoup ramené les bidons, et il a été parfait dans ce rôle-là. On trouvait ça tout à fait logique, hein, sur une étape de plat. Là, en revanche, c'est un peu plus étonnant. Donc on verra au fil des minutes et des ascensions si c'était simplement parce qu'il n'avait pas envie d'être tout de suite devant, ou si parce que la journée s'annonce aussi difficile pour lui. Là, en revanche, je vous confirme que ça va être long et dur pour le maillot vert. Oh oui, et on le voit. C'est Alessandro Petacchi, tellement dominateur, seigneur du sprint dans la première semaine du Tour. Mais là, ça n'est pas la même affaire. Aidé donc par Nicolas Lauda qui se retourne.
crois qu'il était vraiment sincère hier avec Céline dans le journal du Tour, avec Céline Géraud, en lui disant qu'il n'avait absolument pas l'intention d'abandonner, que son idée c'était bien d'aller jusqu'à Paris, mais que sa condition physique n'était pas forcément au point et que la montagne serait peut-être trop rude pour lui. 4 minutes 20, dernier écart pour Bettini, Poilvet, Aldag. Klein a-t-il réussi à réintégrer le quatuor de tête, Laurent? Laurent, on retrouvera Laurent. Toujours le même écart, ouais. Ils sont toujours 3, Laurent, devant. Ils sont toujours que 3. Médéric Klein s'est rapproché un petit peu dans la descente. Il est revenu à une centaine de mètres. Mais quand nous avons attaqué la deuxième partie de ce col, il plafonne. Il est dans les voitures. Il est à environ 150 mètres. Allez, 20 secondes. C'est beaucoup quand même parce qu'il s'est fait lâcher. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est qu'il est déjà moins bien que les 3 coureurs qui le précèdent. Donc il aura de la peine et du mal à rentrer. Dans ce groupe de tête, Bettini continue à battre un gros travail. Il ne s'en laisse pas compter. Il continue à pédaler en tête. Et Paolo Bettini qui va peut-être aller chercher aussi le maillot à poids, convoité naturellement par Richard Virenque, par beaucoup d'autres, par Maillot peut-être, on le verra un peu plus loin dans les grands cols du Tour. En tout cas, Bettini emmène toujours devant Aldag et Poilvet. Un de ces beaux plans que nous offre la nouvelle caméra Westcam grand angle, qui vous permet donc de découvrir et d'embrasser de superbes panoramas. Découvrir la campagne, les montagnes françaises dans ce col de Porte, le département de l'Ain. Et nous découvrirons sans doute tout à l'heure la Chartreuse de Porte, qui est tout près du sommet, à 500 mètres environ du sommet du col de Porte. Dernier écart, 4 minutes et 5 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête, Bettini, Aldag et Poilvet sur le contre emmené par Manzano l'Espagnol et Richard Virenque. Alors qu'en équilibre entre ces deux petits groupes de 3 et de 2, il y a Médéric Klein distancé tout à l'heure de quatuor de tête, écart en cours avec le peloton. Il est inutile pour les 3 hommes de tête de faire de trop gros efforts. La journée est encore longue. Et comme le disait Laurent tout à l'heure, il vaut mieux essayer de rester groupé à l'avant. Et là, il y a un bel effort de Richard Virenque qui avait pris la 5e place lors du Critérium du Dauphiné libéré sur l'étape qui se terminait à Morzine. Et le Tour de France aujourd'hui, Thierry Cazeneuve, notre confrère, le rappelait dans le Dauphiné ce matin, emprunte les 137 derniers kilomètres de l'étape entre Vienne et Morzine sur le Dauphiné, qui avait été gagné par Iban Maillot. 3 hommes sont en tête dans cette étape du Tour. 3 hommes avaient fini ensemble à Morzine dans le Dauphiné. Et outre Maillot, il s'agissait de Lance Armstrong et de Francisco Mancebo. Seront-ils au rendez-vous aujourd'hui? On le saura cet après-midi. Dernier écart, donc 4,05 sur Manzano et Virenque et 5 minutes 10 sur le peloton. Thierry nous appelle. Oui, toujours derrière l'infortuné Alessandro Petacchi qui est en grosse difficulté parce que même là dans la descente il a du mal à emmener du braquet, c'est difficile pour lui, on sent que la journée va être compliquée. On va se rapprocher de Serge Parsani parce que là on est obligé de doubler Alessandro Petacchi. La 5e voiture là, de la file des directeurs sportifs vient de doubler Alessandro Petacchi. C'est dire si l'écart est déjà important avec le peloton, et dès que ça va remonter, je crois que la journée va être terrible pour Alessandro Petacchi. On va s'approcher de Serge Parsani pour savoir, Serge, si l'attaque de Paolo Bettini était prévue ou s'il a encore fait ça au feeling, parce que lui c'est vraiment un coureur qui fait ça au feeling. Lui c'est un coureur imprévisible. Ce matin quand je lui ai dit bon t'as oublié ta radio, ton oreillette, il m'a dit j'en ai pas besoin parce que la deuxième voiture sera avec moi. Alors j'ai pensé c'est sûrement il va attaquer au début. On avait prévu que s'il y avait des attaques dans le début, quelqu'un devait se glisser dedans. Et je pense que bon il est parti dans la bonne. Je sais pas jusqu'où il ira, mais quand même on essaye. Son objectif c'est le maillot à poids, la victoire d'étape. Une victoire d'étape, ça serait le maximum. S'il y a le maillot à points aussi qui arrive, bon,
En tout cas, maintenant, on va voir comment ça se passe. Voilà, là, on va se pousser un peu parce qu'il y a Alexandro Petacchi qui fait l'effort pour revenir. On ira voir tout à l'heure Serge Parsani pour discuter un petit peu de Richard Virenque. Là voilà les deux cohortes que sont Cioni et Loda qui ont attendu Petacchi pour tenter de le ramener dans le peloton. Mais enfin bon, ça va quand même être le calvaire comme l'indiquait tout à l'heure Laurent. Voilà, nous sommes sur les pentes boisées donc du col de Porte, mais du Mont Falcon. Très très belle montée dans ce département de l'Ain qui est aussi un département très très industrialisé avec plus de 30 000 entreprises et plusieurs pôles économiques dans les domaines de la logistique, de la carrosserie industrielle, de l'agroalimentaire, de l'industrie du plastique. Lorsqu'on aperçoit les forêts, bien sûr, on peut penser qu'il y a ici un très très beau travail du bois. C'est effectivement le cas. Bettini qui emmène toujours le trio de tête devant Aldag et Poilvet. Bettini qui nous disait que ses plus belles victoires, il les avait obtenues davantage avec la tête qu'avec les jambes. Si je devais me comparer physiquement avec certains coureurs, je serais battu à chaque fois. 10-0. Mes attaques, mes fausses fringales, mes ruses me permettent heureusement d'avoir un rôle à jouer. Va-t-il ruser encore aujourd'hui? Et Bettini, on le saura un peu plus tard. En tout cas, il ouvre la route avec Rolf Aldag et Benoît Poilvet. Alors que Laurent, vous êtes glissé aux côtés d'un homme qui lorgne peut-être sur un maillot à pois que vous avez remporté ces 2 dernières années. Vous êtes aux côtés de Richard Virenque. Voilà, je me suis laissé glisser un peu à l'arrière et pour attendre Richard Virenque et Manzano de l'équipe Kelmé qui font une belle montée. Ils sont passés à 10 km du sommet à 3 minutes 50 secondes des 3 leaders. Richard qui fait une belle opération, il me semble à l'aise, il a d'ailleurs souri quand il m'a vu. Ça montre bien qu'il n'est pas encore en sur-régime. C'est une belle opération parce qu'il a un équipier devant, un équipier qui va peut-être pouvoir l'attendre si l'écart se creuse, s'il se rapproche. Donc pour eux c'est tout bénéfice que d'avoir après peut-être devant deux coureurs de la même équipe. En attendant, les 2 coureurs là montent très très bien. Coup de pédale souple pour Richard. Manzano lui met un petit peu plus de braquet. Pour l'instant c'est Manzano qui fait l'effort. Virenque est dans la roue, je ne sais pas lequel des deux a attaqué, mais en tout cas Manzano Laurent. Par Manzano, voilà. Virenque se contente de suivre, c'est une bonne tactique. Vous nous demandez par SMS au 61 202 des nouvelles de Jackie Durand. Alors des nouvelles de Jackie, on va vous en donner, puis on va surtout l'écouter Jackie. Bonjour Jackie, il est avec nous au téléphone. Oui, bonjour. Alors comment ça va? Ça va mieux. Je viens d'escalader le premier col puisque j'étais dans une voiture à l'avant de la course et j'avoue que c'est la première fois que je grimpe aussi bien les premiers cols des Alpes. Alors qu'est-ce qui vous reste après cette fracture de la hanche donc dans le Dauphiné il y a juste un mois? Comment allez-vous? Ça va mieux, mais le problème c'est que je n'ai toujours pas posé de pied par terre. Je me suis promené 15 jours en fauteuil roulant et là depuis 15 jours c'est avec des béquilles. Mais dans une semaine, normalement, je devrais pouvoir reposer le pied à terre et remonter sur un vélo pour préparer un petit peu la fin de saison. Donc j'espère être là en fin de saison, notamment pour des courses comme Paris-Tours. Olaf Pollack, on le voit à l'image distancée, le coureur allemand qui a eu bien des malheurs en ce début de tour, qui a chuté plusieurs fois. Jackie, quand vous voyez des Frédéric Finot, des Flickinger, des Mangin, des Gégou, des Turpin, des Gélin devant, des Beneteau, qu'est-ce que ça vous inspire? Et quand on dit évidemment, tiens, Finot, c'est peut-être le nouveau Jackie Durand. Ouais, c'est vrai que Finot a impressionné un peu tout le monde et m'a impressionné. Je crois que même lui ne se sentait peut-être pas capable de faire l'exploit qu'il a fait. J'aurais vraiment aimé qu'il remporte cette étape, je crois qu'il la méritait. Bon, malheureusement pour lui, il a été repris. Mais heureusement pour nous, c'est Cook qui s'était imposé derrière. Mais je crois qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui reprennent le flambeau. Donc tant mieux. Vous avez bu le champagne quand McGee a pris le maillot jaune et Cook a gagné l'étape? Oui, tout à fait. Oui. J'ai pas oublié. Merci Jackie d'avoir été avec nous. Bon rétablissement, puis à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci Jackie. Jackie Durand, le baroudeur infatigable, cloué, non pas au lit, mais dans un fauteuil après sa sévère chute du Dauphiné, qui nous le disait, va reprendre l'entraînement dès la semaine prochaine, alors que Manzano et Richard Virenque, partis en rencontre, reviennent sur les hommes de tête. On a aperçu Laurent juste derrière avec André Berger, son pilote,
Il veut un maillot à pois jaune, Richard Virenque. C'est ce qu'il vous a dit, Laurent, non? En tout cas, c'est ce que pense Bernard Chenez. Un maillot à pois jaune. Ça existe, un maillot à pois jaune? Si... Je crois pas. Vous savez, si j'étais, je suis pas directeur sportif évidemment, mais si j'étais directeur sportif de Quick Step, il n'y aurait qu'une tactique à l'heure actuelle, c'est de faire rouler Virenque avec Manzano et de demander à Bettini de lever un petit peu le pied. Il me semble que c'est plus judicieux que de les avoir tous les deux en tête plutôt que de se courir après comme c'est le cas en ce moment. La situation est favorable, il faut qu'elle le devienne encore davantage. Que disiez-vous, Thierry, à propos d'Alessandro Petacchi, que la journée allait être terrible? Eh bien, cela se confirme. Oui, c'est tout à fait dans cet ordre d'idées-là que l'on va suivre le maillot vert. C'est quand même un des 4 maillots distinctifs du Tour. Ça n'est pas n'importe qui, c'est Petacchi. Il a ébloui tout simplement. Mais là, il est presque à l'agonie. Et je peux vous dire que Nicolas Lauda fait des efforts surhumains pour lui parler. Il est facile, Nicolas Lauda, bien sûr. Il lui parle, il vient à sa hauteur, il l'a mis dans sa roue. Mais dès qu'il donne un coup de pédale trop fort, la Cionic est obligé quasiment de s'arrêter parce que Alessandro Petacchi est pas à bout de force, mais ça ne veut pas avancer, ça n'arrive pas, le coup de pédale n'arrive pas à faire avancer le vélo comme il veut. Et tout à l'heure, au moment où il nous a doublé quand nous étions avec Serge Parsani, il était revenu aller à 50 mètres du peloton et puis de nouveau ça s'est un peu élevé et là il a coincé 3 fois là dans un profil où l'on apercevait le peloton juste au-dessus. Et bien par 3 fois il a regardé et j'ai senti que sur sa tête, eh bien, le casque était lourd mais qu'il y avait beaucoup plus lourd que ça. Et franchement, je ne sais pas comment il va aller au bout de cette étape. Et les jours suivent et ne se ressemblent pas nécessairement pour Alessandro Petacchi. On a changé de rythme, on a changé de région, on a quitté la plaine, on arrive dans la montagne et ce ne sont plus les mêmes. Ouais, surtout pour Petacchi, on a vu dans la deuxième étape déjà qu'il était lâché par la côte de Cheveux. Bon, c'est peut-être un peu dur, mais c'était jamais qu'une côte. Et on peut imaginer que dans la montagne, ce sera au-dessus de ses forces et il sera peut-être obligé d'abandonner. Ce serait dommage avec le maillot vert sur le dos, mais ce sont des choses qui arrivent. Au Tour d'Italie, il a été éliminé. Pourtant, c'était chez lui, donc au Tour de France, ça va certainement lui paraître encore plus difficile, plus dur. Et voilà le maillot vert dans son calvaire. Alessandro Petacchi avec 2 de ses coéquipiers, Nicolas Lauda et Dario Cioni. Et Giancarlo Ferretti. Qu'est-ce qu'il peut lui dire là, Bernard? Il est en train de lui trouver des arguments qui vont lui donner de la motivation pour continuer. Hein. Ouais, il faut essayer de... Bernard, oui, Richard Virenque a lâché Manzano, Laurent. Oui, Manzano qui se retournait, qui demandait le relais à Richard Virenque. Richard qui a commencé à collaborer avec lui. Il ne l'a pas attaqué, hein, ne croyez pas qu'il l'a attaqué. La pente est sévère et Richard, en passant au rythme, au train, a lâché Manzano. Manzano qui n'arrivait plus, je pense, à progresser comme il l'avait fait jusque-là. Et je crois que c'était nécessaire de toute façon que d'accélérer le rythme. Bien sûr, c'est difficile parce que la pente est sévère et qu'ils ont déjà beaucoup forcé pour réduire cet écart, pour prendre un petit peu d'avance sur le peloton. Mais il faut absolument rentrer avant le sommet. C'est capital. Il faut creuser l'écart avec le peloton. Sinon, ils vont se faire rejoindre un petit peu plus loin. Et il n'est jamais bon quand on est entre 2 groupes que de rester entre 2 groupes. Il faut être devant ou derrière. Et Richard a employé la bonne tactique là. Il l'a compris. Je pense qu'il fallait absolument faire le forcing pour entrer avant le sommet de ce col. On rappelle la situation dans le col de la Chartreuse de Porte avec donc 3 hommes en tête qui sont Poilvet, Aldag et Bettini. 1,05 d'avance sur Médéric Klein qui était tout à l'heure avec ces 3 hommes. Richard Virenque à 3,50. Virenque qui vient donc à l'instant de décrocher Jesus Manzano. Le peloton emmené, on l'a vu il y a un instant par l'US Postal, est encore plus loin, navigue désormais aux alentours de 5 minutes derrière ces 3 hommes de tête avec la grande carcasse de Rolf Aldag, maillot ouvert. Et Bettini ne roule plus dans ce groupe. Bettini, équipier de Richard Virenque, qui va essayer d'attendre Richard, mais l'écart est encore grand, hein, 3 minutes, un peu plus de 3 minutes. Ça va être très dur pour Richard de revenir avant le sommet. C'est vrai que, attention, Richard est un excellent descendeur. Et dans une...
descente qui n'est pas très dure au début, mais qui est beaucoup plus technique sur la fin. 5,40 le dernier écart, 5 minutes 40 entre les 3 hommes de tête et le peloton. Virenque intercalé à 3,45. Ouais, 3,45, il va voir. Non, je ne pense pas qu'il puisse, il ne pourra pas revenir avant le sommet, mais il va basculer à peut-être 2 minutes au sommet. Si dans la descente, les coureurs de tête veulent essayer de récupérer un peu, Richard, en faisant la descente à bloc, il pourra revenir sur eux en bas. Alors on parle tous les jours, Bernard, du maillot jaune virtuel. Eh bien, Richard Virenque est en train de flirter précisément avec le maillot jaune virtuel, puisque je vous le rappelle, ce matin, il avait 1,52 de retard sur Victor Hugo Peña. Il est donc parti dans le col de Porte, juste derrière l'Espagnol Manzano, à la poursuite des hommes de tête, Poilvé, Aldag, Bettini et Klein, qui est maintenant distancé par le trio. Il est parti en contre, et alors qu'il y a une chute de Manzano dans la montée, il avait été distancé tout à l'heure par Richard Virenque. Eh bien, Jesus Manzano, le coureur espagnol de la Kelme, a chuté. Et Thierry, vous êtes à l'arrière avec le calvaire de Petacchi encore. Et il n'est pas seul, il y a Polak aussi là-dedans maintenant. Ouais, il vient de le rejoindre à l'instant, Polak. Il attendait, il a eu des informations par son directeur sportif qu'il y avait un groupe de 3 derrière lui. Il est mal, il est venu à la hauteur du médecin ce matin déjà une première fois. Et là, je pense que les 2 sprinteurs italiens et allemands, 2 des plus rapides du peloton, auront du mal. Je ne vois pas comment Petacchi va pouvoir aller jusqu'au bout. Là, il est complètement à l'arrêt. Oui, Nicolas c'est terrible, Loda cette image. Ah ouais, c'est terrible de voir. Alors tout à l'heure, Giancarlo Ferretti, alors qu'on appelle l'ambulance pour Manzano quand même. Tout à l'heure, Giancarlo Ferretti est venu à sa hauteur. Il lui a dit monte en haut du col. En haut du col, tu réfléchis, tu vois si tu peux récupérer dans la descente. Et en fonction, on décide. Mais est-ce qu'il va pouvoir? Regardez, Nicolas Loda est carrément à l'arrêt devant lui. Et le calvaire d'Alessandro Petacchi ne va pas tarder à s'arrêter. Je ne vois pas comment il peut aller à Morzine aujourd'hui. Je ne vois pas comment. Ça, c'est certain, en regardant ces images. Il est complètement arrêté, avec toujours Dario Sioni et Nicolas Loda, ses anges gardiens, mais ils vont sûrement pas l'amener jusqu'au paradis aujourd'hui, parce que si c'est comme ça dès les premières rampes du col de Porte, alors qu'il reste 4 cols à escalader derrière, et notamment la Rama qui est plus redoutable que le col de la Cache Chartreuse de Porte, on voit mal effectivement comment Petacchi pourrait aller beaucoup plus loin. En tout cas, il est à l'agonie. Les premières rampes du tour sont pour lui de la plus grande difficulté. Pour l'instant, il semble qu'en tête, il n'y a qu'Aldag qui roule, ce qui pourrait être favorable pour Richard, parce qu'au bout d'un moment, il va s'ennuyer, Aldag, à rouler tout seul comme ça. Les derniers écarts, il va Bernard. ralentir un peu. Klein à 1,30. Virenque à 3,30 et le peloton à 5,40. Oui, Thierry à l'arrière avec Manzano. Ah non, toujours avec... Oh là là, il zigzague complètement sur la route, Petacchi. Il va s'arrêter. Ouais, Petacchi va s'arrêter, mais Manzano est à terre. Il est toujours à terre, Manzano. On a appelé l'ambulance et c'est assez sérieux. Je vais aux nouvelles, alors que Petacchi, au-dessus de moi, mes pieds à terre. C'est fini pour Alessandro Petacchi à l'arrêt. Enfin, il est encore sur le vélo, mais il ne va pas tarder à mettre pied à terre. Mais on va se renseigner sur Manzano parce qu'il est toujours au sol, le coureur de l'équipe Kelme. Oui, absolument, Thierry, parce qu'on nous a parlé d'une chute, une chute en montée, alors qu'il venait à l'instant d'être distancé par Richard Virenque, et que jusque-là, il semblait pourtant en bonne forme. On attend évidemment des nouvelles avec impatience, avoir des précisions sur l'état de santé de Jesus Manzano, alors que Petacchi est au plus mal dans la première véritable ascension du Tour. On a vraiment l'impression qu'il n'a plus envie, Petacchi. Il se disait fatigué. Voilà, Jesus Manzano, donc cette image que nous propose Jean Morissoc, qui a chuté dans la montée. On ne sait pas du tout comment il est tombé. Thierry Adam va se renseigner avec, vous voyez, les médecins tout autour de lui. Alors que je vous disais une bêtise tout à l'heure en vous parlant naturellement de Richard Virenque, maillot jaune virtuel, mais Paolo Bettini, bien sûr, son coéquipier chez Quick-Step Davitamon, est devant, non seulement devant dans l'étape, mais devant au classement général, avec une 39 de retard sur Victor Hugo Peña, alors que Richard Virenque, lui, a une 52 de retard. On retrouve le trio de tête, encouragé par la foule, emmené par Benoît Poilvé. C'est un peu moins intéressant pour Richard, puisque Poilvé prend un très grand relais. Je pensais tout à l'heure que seul Aldag allait rouler, qu'il allait se décourager, donc que le groupe de tête allait fléchir, allait ralentir. Eh bien non.
Alors, Bettini est en tête maintenant, mais je n'ai pas l'impression qu'il emmène un train très sévère. Il est un peu embêté là, Bettini. Richard et Manzano est parti un peu trop tard avec Richard Virenque et l'écart est encore important. Alors justement, Bernard, à propos de Manzano qui a chuté, qui était au bord de la route, Thierry, vous êtes auprès de lui. Oui, en fait, l'explication est assez simple. Il n'est pas tombé, hein. Il a eu un malaise sur le vélo. Il était dans le rouge juste au kilomètre 49 et il s'est senti mal. Il a réclamé du sucre par la radio à son directeur sportif mais qui n'est pas arrivé évidemment à temps. Et il est tombé sur la route, victime en fait d'un malaise. Alors on espère que c'est pas trop, c'est simplement parce qu'il s'est mis dans le rouge et qu'il a un peu explosé comme l'on dit. Mais là les médecins s'affairent autour de lui, il est allongé par terre, on vient de lui couper son maillot. Il va être évidemment transporté tout de suite à l'hôpital, mais on lui prodigue les premiers soins et on va lui mettre un petit peu de glucides et tout. On va essayer il est conscient, Thierry. Réhydrater. Hein. Ah oui, il est conscient. Oui, il est conscient pour l'instant, mais on est quand même, pour l'instant, on va attendre un petit peu parce qu'il n'était pas très bien. Le médecin, de temps en temps, lui disait Manzano, lui tapait un petit peu sur le visage, une petite claque pour qu'il reste bien sûr les yeux ouverts. On est très prudent, mais il est bien pris en charge, bien pris en main par les médecins qui vont évidemment le transporter tout de suite à l'hôpital. D'autres coureurs distancés à l'arrière, Hans De Clercq, Stefano Zanini, Luis Perez et Jimmy Casper. Très dure journée hein, pour les sprinters qui sont lâchés à combien, à 180 km de l'arrivée. Hein. Ouais, entre Petacchi, Polak, Casper. Et c'est certainement aussi pour cela que Petacchi a perdu le moral. On les lâchés encore à 60-70 km. On se dit bon, c'est long, mais 70 km, on a encore une idée. Mais là, c'est 180 km de l'arrivée, c'est un vrai calvaire. Ouais, chemin de croix. Il la porte, sa croix, Alessandro Petacchi, le maillot vert. Et il disait hier, je le voulais, ce maillot vert, ne serait-ce qu'une seule journée. Ouais, sûrement s'arrêter, Thierry. Oui, il a fait signe à son directeur sportif, c'est la deuxième voiture. C'est l'abandon d'Alessandro Petacchi. Oh, il nous l'a déjà fait une fois, mais là, je crois que malheureusement, c'est définitif. Il se met à droite de la route, il parle avec Nicolas Loda. Et il se retourne vers son directeur sportif. Il lui demande de venir à sa gauche. Il va avoir une discussion avec lui. Je crois que là, nous allons assister en direct à l'abandon. En tout cas, pour l'instant, non. Il discute, il parle avec son directeur sportif adjoint. Il essaye de retrouver les ressources, mais c'est impressionnant. Hein. Et on est quasiment à l'arrêt. Il est quasiment à l'arrêt. On se demande comment encore il arrive à emmener le vélo. Il discute avec Guido. Il discute avec son directeur sportif adjoint Roberto Damiani. Et il met pied à terre. Abandon d'Alessandro Petacchi. Alors que Nicolas Loda et Cioni regardent désespérément cette image. C'est fini pour le plus rapide du Tour de France. Le maillot vert quitte le Tour de France au kilomètre 52. Abandon de vos yeux donc d'Alessandro Petacchi, dossard 88. Tellement dominateur lors de la première semaine du Tour. Avec 4 victoires d'étape hier encore, il était tout sourire. Mais là, dès la première véritable ascension du col du Tour de France, eh bien, il a été lâché. Il a monté les premiers kilomètres d'ascension, oui, quasiment à l'arrêt, avant donc de poser pied à terre dans la montée du col de la Chartreuse de Porte, dans le département de l'Ain. Il n'y a plus que 193 coureurs en course après donc l'abandon à l'instant d'Alessandro Petacchi. Pour Bettini en revanche, ça va bien. Les 3 hommes de tête sont à 1 kilomètre du sommet, encouragés par un public nombreux, avec Bettini qui relance, Aldag derrière lui et Benoît Poilvet. Dernier écart, 1:30 pour les 3 sur Médéric Klein, 3 minutes 30 sur Richard Virenque et 5:45 pour l'instant sur le peloton principal. Il est bien ennuyé là, Petacchi, hein, sur la marche à suivre. Est-ce qu'il doit essayer Bettini, oui. Oui, pardon, j'ai dit Petacchi, pardon, Bettini. Sur la marche à suivre. Parce que l'écart, évidemment, la tactique commanderait qu'il attende Richard, mais l'écart est très important. Si l'écart n'est pas inférieur à 2 minutes au sommet du col de Porte, ce sera, je pense, compliqué hein, pour Richard pour revenir dans la descente.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va attaquer Bettini pour aller chercher les poids, les points et les poids. Voilà le sommet du col de Porte. Bettini donc passé en première position. Il va peut-être y avoir une bagarre au sein de la même équipe pour le maillot à poids ce soir entre Paolo Bettini, passé donc en tête au sommet du col de la Chartreuse de Porte, et Richard Virenque qui est encore dans l'ascension, et vous êtes avec lui, Laurent. Oui, je suis avec lui, il monte bien, il se bat dans un style qui le caractérise très bien. Ben, Richard, il est porté par la foule, il sait qu'il doit absolument faire l'effort pour revenir. Il fallait faire l'effort pour revenir avant le sommet, bien sûr l'écart était trop important. La pente est quand même sévère, il monte avec un 39, 21, 23 parfois, et donc c'est un petit développement très souple, mais compte tenu de la difficulté, c'est quand même déjà important pour ce col de deuxième catégorie, avec quand même une pente sévère, et on comprend mieux que derrière il y a eu de gros dégâts. En tout cas, ben Richard, lui, il continue à grimper, et il continue à essayer de réduire cet écart. Ça va être difficile hein, s'il reste entre les deux. Il va bien sûr retomber très certainement sur Médéric Klein, qui est intercalé également, mais à deux contre les trois coureurs devant, ce sera difficile. Il faudra voir quelle est l'attitude de Bettini. Est-ce qu'il va collaborer avec Aldag et Poilvet? Normalement, il ne devrait pas. Il devrait essayer d'attendre Virenque, mais Virenque n'a pas non plus une avance trop importante avec le peloton. Il y a à peine 2 minutes, un peu plus de 2 minutes. C'est une situation finalement un peu inconfortable pour Richard Virenque. En équilibre, Richard Virenque entre les 3 hommes de tête et le peloton. Il est d'autant plus inconfortable, je crois qu'on peut confirmer à Laurent que c'est Bettini qui fait la descente. Je suis un petit peu comme Laurent, je pose la question, savoir est-ce que ce ne serait pas plus intéressant pour Quick-Step de ralentir un peu Bettini. Ben oui, que Bettini garde ses forces pour plus tard, qu'il essaye de réamarrer Virenque, et après là il y aurait moyen de jouer un bon coup avec 2 coureurs de la même équipe, même si on sait que bon, sur une échappée à 4 avec 2 coureurs de la même équipe, ces 2 coureurs devront effectuer le principal du travail. C'est sûr que les 2 autres ne vont pas leur tirer les marrons du feu, mais je pense que tactiquement ce serait mieux que Richard soit dans le groupe de tête. Alors est-ce qu'il va basculer loin de Médéric Klein? Médéric Klein vient de passer au sommet, Bernard, avec 2,05 de retard sur les 3 hommes de tête. Ah ouais, les deux se sont les 2 coureurs sont les deux intercalés. Un incident mécanique pour Benoît Poilvet à l'avant. Ils sont plus que 2 en tête, Bettini et Aldag. Alors là, ça va peut-être encore être une des raisons, enfin ça pourrait être une des raisons qui pousserait Bettini à arrêter de rouler devant, mais c'est pas du tout le cas. C'est lui qui continue à emmener devant Aldag. Benoît Poilvet distancé sur incident mécanique. Voilà Richard Virenque au sommet à son tour. En 5e position. En tout cas là, c'était Bettini qui roulait. Aldag vient de prendre le relais. Alors on va observer si on peut rester un moment sur l'avant, c'est intéressant. Regardez si Bettini va le relayer Aldag ou s'il va se contenter de rester dans la roue. Aldag s'est retourné. C'est donc signe que Bettini ne passe pas malgré... Alors Aldag il se retourne encore une fois. Bettini va passer, mais il ne passe pas franchement. Dernier, l'écart de Virenque au sommet 2,55. La situation, donc l'un était à 2,05 au sommet des 3 hommes de tête. Mais Benoît Poilvet vient d'être victime d'un incident mécanique. Richard Virenque est passé à 2,55. Je ne pense pas que là vraiment Bettini n'a absolument pas intérêt à rouler, parce que tout seul avec Aldag, évidemment il est plus fort qu'Aldag en côte, mais à 2 ce sera très très compliqué. Ce serait mieux d'attendre Poilvet, de bien récupérer en attendant Poilvet. Une fois que Poilvet sera là, il faudrait toujours que Bettini reste dans les roues. Ça permettrait à Richard de se rapprocher à un peu moins d'une trempe dans la descente, et après ce serait déjà un peu plus envisageable. Les coéquipiers de Lance Armstrong et du maillot jaune, Victor Hugo Peña assure toujours le tempo en tête de peloton, et à l'arrière de ce peloton, encore des coureurs en difficulté, Thierry.
Oui, deux coureurs là qu'on ne verra plus pendant un long moment et ça va mal pour la face à Bortolo puisque Marco Velo a été complètement distancé et lui aussi aura bien du mal à s'en sortir, tout comme Olaf Polak qui lui aussi est en énorme difficulté puisqu'ils sont loin derrière le peloton et les voitures de directeurs sportifs. Il y en a un autre qui va vivre une journée un peu difficile, c'est Yann Kirsipiou, le sprinter de l'équipe AG2R Prévoyance, de même qu'Angelo Furlan, le sprinter de l'équipe Alessio, qui sont accompagnés par Cioni et Lodam, et eux simplement après avoir fait le plus de travail possible pour Alessandro Petacchi, bien une fois l'abandon du maillot vert, repartent à leur rythme et bien sûr vont tenter de rejoindre le peloton maintenant, c'est leur objectif du jour. Ravitaillement en vol pour Paolo Bettini. Reprendre quelques forces en attendant peut-être Richard Virenque à 2,55. Le peloton désormais à 6 minutes 30. Et Benoît Poilvet a repris sa place. On y croit, dit Serge Bechery à Benoît Poilvet. Maintenant que le peloton est vraiment éloigné, à plus de 6 minutes, ce serait certainement plus sage et plus logique d'attendre pour Bettini. Bien, Christian, vous parliez du col de la Chartreuse de Portes. Voici la Chartreuse de Portes. C'est la première maison de France à s'être ralliée à la Grande Chartreuse. Portes a été appelée la fille aînée de l'ordre cartésien. Alors vous pouvez vous apercevoir, vous pouvez les compter d'ailleurs, il y a au total 12 cellules. La Chartreuse a gardé le type traditionnel des anciennes maisons de l'ordre. Et la vie économique est assurée par des travaux forestiers, de l'artisanat, par des dons, par des pensions aussi. Alors en ce qui concerne l'artisanat, c'est surtout la confection de boîtes en bois pour l'emballage des bouteilles de la liqueur chartreuse. Sommet du col de Portes Sprint, juste devant le peloton avec le train bleu d'Armstrong. Peloton qui s'était tiré bien sûr sur les derniers hectomètres de cette ascension, avec un Paolo Bettini donc dans le groupe de tête. Oula, ça va mal pour Yann Kirsipiou. Et décidément les sprinteurs, Petacchi il a abandonné, Polak lâché, Kirsipiou tout à l'heure on entendait sur les ondes de Radio Tour Jimmy Casper. Yann Kirsipiou n'a jamais fini le Tour de France. C'est pour ça d'ailleurs qu'hier certainement la formation AG2R Prévoyance de Vincent Lavenu a roulé derrière les échappés, Stuart O'Grady et Anthony Gélin. Il voulait absolument triompher. Il est tombé hier en plus Yann Kirsipiou et il est en grande difficulté dans les derniers kilomètres, derniers hectomètres d'ascension du col de Portes. C'est vraiment une mauvaise journée pour les sprinters, on vous le répète, mais au sommet du col de Portes, où ne sont pas encore arrivés tous ces sprinters, il reste 175 km. Et 4 cols à gravir. 4 cols. Et heureusement, il fait beau. Il fait très chaud, c'est la canicule. Et on peut ajouter aussi que les sprinters essayent de venir vraiment au top de leur forme dès le départ du tour. C'est pas comme des grimpeurs ou des coureurs qui peuvent essayer de garder un petit peu de réserve en disant bon, la première semaine je vais les passer dans les roues et puis après il faudra vraiment être au top. Non, pour un sprinter il vaut mieux qu'il soit en forme 4 jours trop tôt au départ du tour que 4 jours trop tard, parce qu'après passer la première semaine, et ça c'est la montagne entre les Alpes et les Pyrénées, c'est souvent une étape, une échappée qui peut partir de loin. Il reste pour le sprinter à partir d'aujourd'hui, il lui reste au moins une dizaine de jours avant d'avoir vraiment une occasion franche de pouvoir remporter l'étape. Ils ont donc intérêt à être en excellente, en très très bonne condition au pic de leur forme dès le départ du tour. Yann Kirsipiou encouragé par le public. Ça ne lui donne pas des ailes. Allez Yann, crie le public. Le siège de l'équipe AG2R est à Chambéry, donc pas très loin d'ici. Donc de très nombreux supporters, les coureurs d'AG2R. Thierry à l'arrière avec des nouvelles de Manzano, victime d'un malaise tout à l'heure.
Oui, Régis Manzano à l'instant a été mis dans l'ambulance et l'ambulance vient de partir. Il va être dirigé vers un hôpital lyonnais. Donc on va attendre des nouvelles. Le docteur Porte veut attendre un petit peu pour nous en dire plus, de pouvoir encore discuter avec les médecins qui sont dans l'ambulance. Et Yann Kirsipou lui arrive au sommet. Il va donc tenter de se refaire une fraîcheur dans la descente, alors que le deuxième coureur qui pourrait bien abandonner aujourd'hui sera sans doute Marco Velo, l'autre coureur de la Fassa Bortolo et coéquipier d'Alessandro Petacchi, alors que Yann Kirsipou passe sous la banderole du col de Porte. Marco Velo qui est justement l'un des coureurs chargés de préparer les sprints pour Alessandro Petacchi. Ah, ils ont gagné 4 étapes grâce au sprinter italien. Alors que Richard Virenque vient de rejoindre Médéric Klein, Laurent. Oui, Richard Virenque qui a fait la descente et qui continue son effort et qui vient de rattraper Médéric Klein, en effet. Médéric Klein qui va certainement enrouler avec lui. Ils ont été de toute façon à collaborer. On est encore très loin de l'arrivée. C'est vrai, je vous le disais tout à l'heure, la position de Virenque, elle est quand même inconfortable. C'est pas facile d'être comme ça en chasse derrière 3 coureurs. La lutte est un peu inégale, ils sont 3 devant, ils sont 2 derrière. Et il est avec Médéric Klein qui s'est fait lâcher, donc qui est déjà fatigué. Ce sera difficile, en tout cas, il n'a plus le choix, il est obligé de continuer, il est obligé de rentrer devant, il n'a pas d'autre alternative, ou alors il faut attendre le regroupement avec le peloton. Mais là, compte tenu de sa décision d'attaquer, il n'a plus tellement le choix en fait. Il est quand même obligé d'essayer de rentrer à tout prix. Ça va peut-être prendre quelques kilomètres. Ce sont des forces qu'il va laisser dans la bataille. Et s'il rentre, Richard ne sera peut-être pas tout à fait à 100%. Il sera peut-être fatigué. Ce sera intéressant de suivre son évolution. On espère de toute façon qu'il puisse rentrer à l'avant avec Médéric Klein. Ce serait intéressant pour la suite de la course. À 5 à l'avant, l'échappée pourrait reprendre du large et éventuellement arriver au bout. Médéric Klein, Richard Virenque, 2,46 de retard sur Poilvé, Aldag, Bettini. Le peloton est à 6,30. Richard Virenque, spécialiste des longues échappées dans la montagne depuis bien longtemps, depuis ses premiers succès à Luzardiden ou à Cauterets, avant de triompher ensuite à Courchevel ou à Morzine, et l'an dernier bien sûr au Ventoux, après une longue échappée dont il fut le rescapé pour s'imposer au sommet du Géant de Provence devant Alexandre Botcharov qui faisait partie de la même échappée que lui, résistant jusqu'au bout au retour de Lance Armstrong. Richard Virenque, 2,43 dernier écart. Virenque qui est parti dans le premier col du Tour. Et on nous demande justement sur SMS au 61 202 eh bien pourquoi les leaders, c'est Emmanuel de Chaville dans les Hauts-de-Seine qui nous pose cette question, pourquoi les leaders ont-ils laissé partir Virenque? À mon avis, ça discute à l'avant.